Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hyperlink Podcast. Moi c'est Max. Et moi c'est Alex. Et aujourd'hui nous allons parler du fameux parc futuriste à Walt Disney World, Epcot. Donc Epcot, c'est le deuxième parc Walt Disney World à avoir ouvert, le 1er octobre 1982, soit 11 ans après Magic Kingdom. Ce parc est assez particulier. Donc Epcot déjà ça veut dire Experimental Prototype Community of Tomorrow. En français on traduirait ça par prototype expérimental d'une communauté du futur. Originellement Epcot, qui est un projet de ville imaginé par Walt Disney dans les dernières années de sa vie. On va faire un petit historique de Epcot, du moins son histoire. À partir des années 50, c'est Walt Disney qui est devenu un passionné d'urbanisme et de nouvelles technologies. Lisant les livres sur les sujets et espérant pouvoir aider les villes à régler leurs problèmes. Il conçut une ville du futur basée sur certaines visions futuristes propres à son temps. Ces visions paraissent aujourd'hui datées, mais dans la fin des années 50, début des années 60, c'était on ne peut plus futuriste. La ville mettait lieu de vie, lieu de travail et lieu de loisirs, le tout connecté par des moyens de transport tels que le monorail ou les véhicules électriques. À côté devait ouvrir une foire internationale permanente. Dès le début des années 60, l'idée d'un second parc Disney sur la côte est des États-Unis a émergé. Des terrains furent achetés et afin de tester le public, la société Disney a participé à la foire internationale de New York 1964-1965. La très grande superficie de terrain achetée par Disney a permis d'aller plus loin dans la conception de cette ville futuriste. Walt envisage alors sa ville, Epcot. En octobre 1966, il fait réaliser un film nommé Epcot dans lequel il explique sa vision. Malheureusement, à la mort de Walt Disney en décembre 1966, la construction du Magic Kingdom vient juste de commencer. Le film ne sort que l'année suivante, c'était le dernier film dans lequel apparaît Walt. Et le projet pour Epcot a alors subi de nombreux changements et est devenu un parc à thème. Ça, on va en parler un petit peu plus tard. Donc est-ce que tu peux nous expliquer grosso modo ce qu'est Epcot aujourd'hui en tout cas? Alors, Epcot est un parc, comme Alex l'a précisé, ça va rassembler un peu le futur et l'évolution technologique. Et au fond du parc Epcot, nous avons World Showcase. En fait, le parc se divise en deux. Donc vous avez la partie Future World, comme on vient de dire, donc c'est le monde du futur qui présente les technologies dans d'énormes pavillons, à l'origine sponsorisés d'ailleurs par de grandes sociétés. Vous allez avoir par exemple le pavillon de la découverte, le pavillon de la nature, le pavillon de la célébration, vous avez également le pavillon de l'innovation. Donc ça c'est dans un premier temps. Dans un second temps, vous avez effectivement le World Showcase. Donc le World Showcase, c'est un ensemble de pavillons consacrés à diverses nations et disposés autour d'un lac. Un lac qui fait bien 100 000 m2, facilement. Donc l'ensemble est organisé autour du lac. Donc moi ce que je te propose c'est de commencer par la partie Future World. Alors il faut savoir qu'à l'entrée de Epcot, il y a la station de monorail. Parce que ce parc est desservi par le monorail. Car il y a une ligne Epcot pour aller de Epcot au Transportation and Ticket Center qui vous donnera la possibilité d'aller jusqu'à Magic Kingdom également. Et déjà on va commencer avec World Celebration qui est l'entrée du parc. Alors à l'entrée du parc, nous avons la sphère d'Epcot qui va contempler le parc. Vous avez déjà une attraction à l'intérieur qui est Spaceship Earth. C'est une attraction qui va montrer l'évolution du temps des Cro-Magnons jusqu'à aujourd'hui avec la technologie, etc. Moi c'est une attraction que j'aime bien parce qu'elle est très instructive et vous allez voir que ce parc de toute façon est très instructif. Donc effectivement, l'histoire de l'innovation, de l'âge de pierre à l'âge d'aujourd'hui. Cette attraction a une particularité aussi, c'est que vous pouvez la faire en français. Oui, exactement, vous pouvez sélectionner le français et vous avez une personne qui parle en français et vous avez un écran devant vous aussi qui est interactif, qui vous demande comment voyez-vous votre futur, comment est votre personnalité. À la fin de l'attraction, ça va vous faire une histoire avec votre personnalité et je
trouve ça très sympa. Et du coup, pour remettre les choses dans leur contexte, le système de transport est similaire à Phantom Manor. Donc effectivement, il y a cette attraction qui est vraiment au pied, vraiment à l'entrée du parc. Sur la gauche, vous allez avoir des boutiques et restaurants, sur la droite aussi d'ailleurs. Et toujours dans cette partie World Celebration, il va y avoir le festival Disney et Pixar. Alors en fait, il faut savoir que cet endroit, à l'époque, c'était Captain EO. Il y avait Captain EO à cet endroit. Et comme chez nous, ils savaient pas trop quoi en faire, donc ils ont remplacé ça avec des courts-métrages Pixar. À côté, il y a une attraction qui s'appelle Journey into Imagination with Figment. Figment, c'est le petit dragon rose qui est la mascotte d'Epcot. Oui, la mascotte d'Epcot, très populaire dans le parc. Alors, l'attraction Imagination, ça va expliquer le visuel, tester comment le visuel, l'odeur, le goût, c'est... L'essence, voilà, l'essence, l'ouïe. Et c'est vraiment drôle, c'est sympa à faire, surtout que Figment est de la partie, et c'est très drôle. Moi j'aime beaucoup cette attraction. Il y a même une partie d'attraction où on s'y attend pas et l'effet est vraiment bien fait. Et en fait, vous êtes à l'intérieur du Imagination Institute. Ça dit peut-être quelque chose à quelqu'un, mais c'était dans cette même institut qu'il y avait Chérie, j'ai rétréci le public. Oui, exactement, qui n'existe plus actuellement, et c'est dommage, car c'est quand même un spectacle qu'on aimait beaucoup à Disneyland Paris, avec les effets qui étaient très bien faits à l'époque. Exactement. Donc pour la partie World Celebration, c'est à peu près tout pour l'instant, car c'est une partie du parc qui est en train de changer depuis plusieurs années. Je voudrais juste parler d'un petit truc qui s'appelle le Club Cool. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors le Club Cool, vous pouvez acheter des accessoires de la marque Coca-Cola. Et il faut savoir qu'il y a des distributeurs avec des petits gobelets où vous pouvez tester tous les boissons du monde avec gratuitement avec des goûts différents. Mais je trouve ça assez intéressant comme genre de boutique, et c'est vrai que c'est le passage un peu oblige quand t'as soif, honnêtement. C'était assez drôle, mais par contre il y a des sodas qui sont vraiment pas très bons pour le coup. Il y en a qui étaient bons et d'autres qui pas trop. Mais bon. Pour ce qui est du World Celebration, c'est à peu près tout. Comme je vous disais, voilà, après il va y avoir des boutiques et des restaurants. Nous allons partir sur la gauche où vous allez avoir World Discovery. Moi, c'est une de mes parties préférées de Future World. Déjà, dans un premier temps, on va parler de l'attraction la plus récente, Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind. Donc cette attraction est basée sur l'univers des Gardiens de la Galaxie. C'est une des premières montagnes russes lancées à l'envers par Disney. Oui, c'est un coaster avec des nacelles qui vont tourner, comme la nouvelle attraction qu'il y a au Futuroscope, qui est Objectif Mars. C'est le même type de coaster. Vous avez un launch en marche arrière et vous allez arriver dans le grand bâtiment, là où il y a toute la partie projection et étoiles qui vont s'activer avec le train, avec un audio embarqué. Très bon ride. Encore une fois, c'est un peu dommage parce que des projections, ok d'accord, mais c'est trop de projections. Disney fait trop de projections. Ça aurait été mieux de mettre un peu d'effets spéciaux et un peu plus de décor. En soi, l'attraction est quand même bien. Ouais, c'est un bon coaster. Moi, encore une fois, par contre, c'est quelque chose qui m'embête avec ce que Disney fait en ce moment, c'est que je vois pas trop ce que les Gardiens de la Galaxie ont à faire dans Epcot. Mais bon, voilà, on va pas rabâcher la même chose à chaque fois. Moi, c'est un coaster que j'aime bien. Pareil, c'est un peu pénible qu'on doive avoir à l'heure actuelle encore un boarding pass. Ça, c'est plutôt pénible. Mais bon. En soi, l'attraction, nous on a eu la chance de la faire qu'une seule fois et on a vraiment passé un bon moment. Pour ce qui est de World Discovery, il y a une autre attraction à côté, un peu plus ancienne. C'est une attraction que moi je n'aime pas, c'est Mission Space. Alors Mission Space, c'est une attraction qui va simuler un départ dans l'espace, un simulateur où vous êtes des astronautes et vous allez faire un décollage pour arriver sur Mars. Alors il y a deux versions, vous avez la version orange pour aller sur Mars et la version verte pour aller sur Terre. Il faut savoir que Disney a mis deux versions différentes car à l'époque c'était beaucoup trop intense
pour les visiteurs. Faut savoir que c'est une attraction centrifugeuse où vous êtes enfermé dans des petites cabines très étroites. Faut pas être claustrophobe, c'est très étroit et en plus il faut appuyer sur des boutons. En ayant fait cette attraction à 2 reprises, je peux vous assurer c'est vraiment très très dur. Dans le sens dur, c'est très intense. C'est limite insupportable. C'est pas agréable. C'est tellement puissant que c'est pas agréable. Si vous voulez la faire, alors vous avez la version orange qui est très forte par rapport à la verte. Donc c'est la version originale. C'est la version qui a ouvert en 2003. Et vous avez la version verte qui a ouvert en 2017. Car il faut savoir qu'il y avait 2 salles et les 2 salles étaient version orange. Et ils en ont mis une version orange et une version verte. Je pense qu'il y a eu des plaintes. Bah déjà il y a beaucoup de gens qui sortaient pas bien, il y avait beaucoup de malaise à la sortie de l'attraction, si j'ai bien compris. Je vous assure que l'attraction c'est vraiment très puissant. Et ça m'a même surpris que Disney a ouvert ce genre d'attraction avec ce genre d'intensité, car Disney la plupart du temps ils aiment pas du tout que ça soit trop puissant et qu'il faut que ça soit familial. Là c'est pas du tout familial, hein. C'est vraiment fait pour adultes et ados, c'est très très fort. C'est très très fort, donc si vous voulez le faire, soyez pas claustrophobe et n'ayez pas le mal de transport. Ah oui, parce que moi je l'ai fait qu'une seule fois, j'ai fait la version orange et je peux vous assurer que d'habitude je suis quand même assez costaud dans les attractions, j'étais pas fier en sortant. Donc d'où le fait que je l'ai fait qu'une seule fois d'ailleurs. Par contre, juste à côté de Mission Space, il y a une attraction qui est mon attraction préférée de Epcot, je pense. C'est Test Track, donc Test Track 2.0. Pour ceux qui ont été à Disneyland en Californie, c'est l'équivalent de Radiator Springs Racers en termes de type d'attraction. Donc en fait, vous allez faire la conception de votre voiture. Alors faut savoir qu'à l'époque, c'était pas la même version. À l'époque, Test Track, c'était simulation de crash test sur les véhicules. Il y avait la chaleur, il y avait le froid et maintenant c'est une nouvelle version, c'est vous allez créer votre voiture du futur, qu'elle va être écologique, économique, va être électrique ou hybride et vous allez pouvoir choisir votre aérodynamisme au niveau de la carrosserie, vous allez la dessiner ou choisir un peu les formes, la taille des roues, la puissance du moteur et vous allez scanner votre Magic Band et avant de monter dans l'attraction, vous allez rescanner votre Magic Band et là vous allez commencer les tests avec la voiture. Il faut savoir que c'est très très bien fait. J'aime beaucoup cette attraction. C'est vraiment dommage que j'ai pas connu l'ancienne version car j'aurais aimé aussi la faire. Mais cette version actuelle, elle est très très bien aussi et ils comptent normalement bientôt la changer. L'attraction, elle a été faite en juillet pour refaire une version un peu plus améliorée. Je ne sais pas ce que ça va être, je sais pas ce qu'ils vont faire. J'espère qu'ils vont garder encore le concept où on peut encore construire sa voiture car je trouve ça très très bien et j'aime beaucoup. Il faut savoir que l'attraction, elle a une partie Dark Ride et après on passe à une partie où là vraiment on teste toutes les capacités de la voiture, que ce soit la puissance et les virages. On n'est pas loin de 110 km/h en vitesse de pointe pendant les phases de test à cette partie là. Ouais, c'est une attraction que j'aime beaucoup, qui est assez hors du commun et ça a tout à fait sa place dans Epcot. Sur World Discovery, vous avez aussi quelques petits restaurants, notamment le Space 220 qui est un restaurant sur l'espace qui a ouvert il y a quelques années et une boutique. Nous allons passer de l'autre côté de Future World pour aller à World Nature. Il y a une première attraction, c'est Journey of Water de Vaiana. Donc c'est une attraction à pied, c'est une attraction interactive, c'est comme un trail si vous voulez. Vous allez avoir les merveilles de l'eau. Je vois pas trop ce que ce thème a à faire avec Epcot, mais bon, pourquoi pas. Nous, c'est une attraction qu'on n'a pas fait. Juste à côté, il y a une attraction qui s'appelle Awesome Planet. Donc, c'est un sorte de documentaire sur l'histoire de la Terre. Juste à côté, il y a l'attraction Living with the Land. Donc, c'est une attraction où on va voir les différentes plantes du monde qui ont été plutôt d'ailleurs innovantes. Alors, cette attraction est vraiment sur une balade où on va voir une énorme serre où ils vont faire pousser des légumes avec une technologie très futuriste où c'est écologie, etc. C'est très complexe cette attraction car en plus il y a un restaurant qui se trouve juste à côté où le restaurant va utiliser les légumes pour vous les servir à table. Ouais, c'est plutôt une bonne idée. Il y a aussi l'attraction The Seas with Nemo and Friends. Donc c'est une attraction basée sur Nemo. Vous allez revivre
quelques scènes du dessin animé. Il y a des vrais poissons même dans l'attraction. Il y a également Turtle Talk with Crush, c'est l'équivalent de Stitch Live mais avec Crush, vous allez pouvoir parler et interagir avec lui. Il y a aussi Seabase qui est tout simplement un aquarium où vous allez pouvoir voir différents crustacés et poissons. Et pour finir avec World Nature, il y a l'attraction Soarin' qui existe aussi à Disney California Adventure. Donc Soarin', vous embarquez dans des nacelles, c'est un flying theater si je ne dis pas de bêtises, qui simule un vol depuis un deltaplane où vous allez survoler plein de monuments mythiques du monde entier. Oui, et il faut savoir, Soaring, la version qui a Epcot, elle contient 3 salles au lieu de 2 à Californie. Cette attraction est très sympa, il faut pas avoir le vertige car la vidéo est vraiment bien faite, ce n'est pas de la 3D, l'écran est incurvé pour donner avoir l'impression de profondeur et c'est vraiment bien fait. Oui, c'est très très sympa et pour moi c'est le meilleur flying theater d'un parc Disney. Et ne pas oublier que vous avez aussi des odeurs dans l'attraction. Ouais, c'est vrai qu'il y a des odeurs qui sont assez sympas. Donc c'est à peu près tout pour ce qui est du World Nature, et d'ailleurs c'est tout aussi pour Future World, c'est déjà pas mal. Donc si tu le veux bien, nous allons passer maintenant au World Showcase. Et là nous allons traverser tous les différents pays qui sont représentés par différents pavillons. Nous allons commencer avec le Mexique. Il faut savoir qu'il n'y a pas forcément une attraction à chaque pavillon. La plupart du temps, ça va plutôt être des monuments célèbres du pays en question, des restaurants et des boutiques. Dans certains pavillons, vous allez avoir des attractions, comme par exemple le pavillon du Mexique, où vous allez retrouver une attraction sur les 3 caballeros, qui s'appelle le Gran Fiesta Tour. Oui, c'est une attraction d'embarcation de type un peu Small World, où vous allez découvrir pareil les endroits du Mexique avec les 3 caballeros, comme dans le dessin animé. C'est une attraction sympa, mais c'est pas une attraction que je courrais pour aller la faire. Mais c'est une attraction à faire si vous allez à Epcot. C'est une attraction que j'aime bien aussi, mais moi ce qui me dérange c'est qu'il y a beaucoup d'écrans. Je trouve que c'est mal incrusté dans le décor. Pour moi c'est une attraction de toute façon qui ne fera pas long feu et qui finira par être thématisée, je pense. Le truc que je trouve intéressant aussi avec cette attraction, c'est que pour accéder à l'attraction, vous devez rentrer dans le temple Maya. Et c'est une fois dans le temple que vous allez découvrir des restaurants, des boutiques et cette attraction du coup. Et je trouve ça vraiment intéressant comme façon de faire. Pour ce qui est du Mexique, c'est tout. Juste à côté, vous avez le pays de la Norvège, qui sera représenté par la Reine des Neiges notamment, puisque vous avez l'attraction Frozen Ever After. C'est une attraction aquatique avec des descentes et des remontées. La particularité de l'attraction, c'est qu'elle part en arrière à un certain moment. Et du coup, c'est basé, comme vous l'avez compris, sur la Reine des Neiges. Oui, exactement, c'est un type d'embarcation un peu comme Pirates des Caraïbes. Vous avez une descente un moment en marche arrière et vous avez des effets spéciaux très sympas. Pour une fois, il y a des animatroniques cool. Le seul truc que je reproche, c'est encore des animatroniques avec une projection dans la tête. Et je trouve ça encore agaçant. Les toujours des projections. Je sais, je me répète, mais les projections, faut que Disney arrête avec ça. C'est pas beau, c'est moche. Mettez-nous des vrais animatroniques. Je le dis à chaque fois. Ouais, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. C'est un peu comme la mine des 7 nains à Magic Kingdom. En soi, hormis ça, je trouve que c'est une très bonne attraction. C'est aussi une attraction que nous allons avoir à Disneyland Paris et heureusement, nous n'aurons pas ces fameux animatroniques avec les projections. Ce sera plutôt des animatroniques nouvelle génération comme on peut trouver à Hong Kong Disneyland notamment. Donc nous serons contents d'avoir cette attraction. Pour ce qui est de la Norvège, vous allez retrouver également des boutiques et des restaurants et une rencontre avec Anna et Elsa évidemment. Juste à côté, il y a le pays de la Chine. Donc dans la Chine, vous avez Reflections of China, qui est un Circle Vision 360 film. Donc pour ceux qui ont connu le Visionarium, c'est le même principe, mais là du coup on vous raconte l'histoire de la Chine. Dans ce pavillon, vous avez également un musée sur Shanghai Disneyland. Donc ça, j'ai trouvé ça assez intéressant quand on y a été. Et après, nous avons différentes boutiques et restaurants, encore une fois. Du fameux Outpost aussi, qui est un tout petit pavillon sur l'Afrique, mais il n'y a absolument rien, si ce n'est des restaurants et des boutiques.
Rien, non, ça va, il y a quand même des personnes qui y travaillent et qui vont fabriquer des objets comme ils peuvent créer dans leur pays. Et je trouve ça sympa, ça met un peu dans l'ambiance. On se croirait à Animal Kingdom à ce moment-là. Ouais, c'est assez sympa, c'est un peu petit, mais petite zone assez sympa. Ensuite, un tout petit peu plus loin, il y a l'Allemagne. Pas d'attraction dans ce pavillon. En l'occurrence, vous avez la bonne bouffe germanique comme on aime, les restaurants, les boutiques et évidemment la bière. Pareil pour l'Italie, vous avez que des restaurants. Un restaurant service à table un peu plus luxueux, on va dire. Donc pour le pavillon American Adventure, il y a effectivement une attraction qui s'appelle tout simplement The American Adventure. C'est plus ou moins l'équivalent de Great Moments with Mr. Lincoln à Disneyland en Californie. Donc avec des animatroniques d'anciens présidents notamment. Donc juste à côté du pavillon américain, il y a le pavillon du Japon. Pareil pour le Japon, il n'y a pas d'attraction. Vous allez en l'occurrence avoir des boutiques et restaurants. Et ce qui est assez particulier, c'est qu'il y a une boutique très pop culture dans le pavillon japonais avec des personnages qui n'ont rien à voir avec Disney comme des Pokémon, des choses comme ça. C'est très culture japonais et c'est assez drôle de retrouver ça dans un parc Disney. Oui, bien sûr, vous avez ce genre de choses dans la boutique. Vous pouvez retrouver tout ce qu'on connaît à la télé dans le manga, Naruto, des Pokémon, les Digimon aussi, je crois. Et aussi, il y a une partie où vous pouvez ouvrir des huîtres pour avoir des perles. Je crois que moi, à l'époque, quand j'y avais été, ils le faisaient. Et après, vous avez une partie où vous pouvez acheter des kimonos. Et après, il y a une autre partie où vous avez vraiment les spécialités de confiserie japonais. Vous pouvez acheter des Kit Kat aux plusieurs goûts, litchi, etc. Enfin, vous avez vraiment énormément de goûts sur les Kit Kat. C'est vrai. Vous avez énormément de parfums sur les Kit Kat au Japon. Juste à côté du Japon, il y a le pavillon du Maroc. Aucune attraction, si ce n'est encore une fois des boutiques et des restaurants. Voilà, rien de plus à dire sur ce pavillon. Et juste à côté du Maroc, il y a le pavillon français, tout simplement. Bon, nous en tant que Français, quand on va dans ce pavillon, on sent que c'est bien cliché, mais bon. Il y a une petite tour Eiffel, il y a des petits restaurants, des parfumeries, des boutiques. Vous avez également un sing-along sur La Belle et la Bête, donc un sorte de karaoké géant, ainsi que Impression de France, qui est un film sur la France. Juste derrière, il y a également l'attraction Remy's Ratatouille Adventure. Donc c'est la même attraction copier-coller de Ratatouille à Walt Disney Studios. Sauf que il y a quand même une différence entre les deux attractions. C'est que là-bas, il y a des effets qui marchent. Oui, exactement. La particularité de cette attraction là-bas, c'est que ils en prennent soin. En ayant fait cette attraction, j'ai trouvé que au niveau de l'embarcation et des véhicules sont vraiment pris soin. Après l'attraction, oui, un peu plus récente que la nôtre chez nous, mais quand on arrive au niveau des scènes, on voit que l'écran est quand même de meilleure qualité que chez nous. Il y a quelques petites différences. Ils ont juste amélioré un tout petit peu la file d'attente qui est légèrement différente. Au débarquement, il n'y a pas de bistrot chez Rémy. Ça, c'était particulier et bizarre aussi. Oui, en fait, c'est juste un mur. Vous avez le mur et ça fait très bizarre de tomber devant le mur. Et quand on est habitué à celle de DLP, quand on descend, on voit la grande vitre avec les gens qui mangent dans le restaurant. Exactement. Juste derrière la France, il y a le International Gateway. Parce qu'il faut savoir, on en avait parlé la dernière fois, il y a deux entrées. Pour Epcot, il y a l'entrée Future World et l'entrée World Showcase. Et l'entrée se situe ici. Donc en fait, vous pouvez accéder au parc depuis cette porte. Donc en fait, cette entrée permet d'accéder au Skyliner qui vous emmènera dans votre hôtel. Vous pouvez également prendre le ferry vers d'autres hôtels ou encore aller à pied jusqu'à Disney's Hollywood Studios. Ensuite, nous allons passer au Royaume-Uni. Vous allez retrouver des petits snacks et un petit restaurant et une parfumerie si je me trompe pas. C'est tout. Il n'y a pas grand chose à cette partie-là. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a quand même fait un petit peu sourire quand j'ai été dans le pavillon du Royaume-Uni, c'est qu'il y avait des produits sur Harry Potter. Je précise qu'il y a un grand land sur Harry Potter à Universal Studios. Du coup, c'était assez drôle de voir ça chez Disney. Ensuite, nous allons passer au Canada. Au Canada, vous allez avoir des restaurants, un petit estrade pour des spectacles,
vous avez une attraction qui s'appelle Canada Far and Wide in Circle Vision 360 degrés. C'est à peu près la même chose que vous pouvez retrouver à DLP, qui était à l'époque le Visionarium, qui n'existe plus, hein. Maintenant c'est Buzz Lightyear Laser Blast maintenant. Mais vous avez cette attraction dans la zone Canada et vous avez des restaurants, des boutiques et une petite scène de spectacle, si je me souviens bien. C'est tout ce qu'il y a au Canada. Après, ensuite, vous avez des petits snacks spécialité canadienne. Exactement, et c'est le dernier pays du pavillon, c'est le dernier pavillon du World Showcase. Donc là en fait, nous avons, une fois que vous quittez le Canada, vous retournez du côté de Future World. Il faut savoir qu'au centre de ce World Showcase, il y a un grand lac où bien souvent le soir ils font des spectacles nocturnes qui sont assez époustouflants. Aussi, il faut savoir que pour faire le tour de ce lac, si vous vous arrêtez à tous les pavillons et que vous prenez votre temps à visiter les boutiques, les restaurants, que vous prenez des choses à boire ou vous achetez, il faut un minimum à peu près 3 heures pour faire le tour du lac. C'est vrai que ça peut être fait très lentement, hein. C'est un parc qui est vraiment très très chill. Vous allez vraiment prendre le temps de vous balader et d'explorer les pavillons. Je vais te laisser me donner ton avis sur ce parc globalement, qu'est-ce que tu en penses ? Alors c'est un très beau parc, j'aime beaucoup. Alors c'est un parc, on va dire que c'est un parc où il faut beaucoup marcher. Il n'y a pas beaucoup d'attractions dans ce parc. Ça va être vraiment un parc où on apprend des choses et où on découvre des cultures, tout ce qui est gourmet. C'est vraiment un parc pour faire de la dégustation. C'est un parc vraiment à faire. Je crois même qu'on a même vu des élèves dans le parc avec des professeurs justement visiter le parc, je pense, pour l'école. Et je pense que ce parc est beaucoup utilisé pour tout ce qui est école, car c'était vraiment le seul endroit où on a vu beaucoup d'élèves et de professeurs visiter le parc avec des groupes d'enfants. Ouais, moi c'est un parc que j'aime beaucoup aussi, particulièrement la partie Future World. J'aime beaucoup la partie World Showcase aussi, mais effectivement c'est un parc, quand on rentre dedans, il faut quand même se dire que dans ce parc il n'y a pas tant d'attractions que ça. Ça va être surtout, comme tu disais, de la dégustation, la découverte des cultures, des pavillons. Il y a quelques attractions, mais il n'y en a pas énormément non plus. C'est un parc qui est hors du commun en termes de parc Disney aussi. Vous retrouverez cette ambiance nulle part ailleurs, dans aucun autre parc Disney. Et c'est ce qui pour moi fait son charme et son exclusivité. Donc voilà, parc à faire quand vous allez à Walt Disney World. Faites-le parce qu'il est vraiment génial. Un autre mot à rajouter ? Non, pas du tout. Eh bien, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de Epcot. Et si jamais vous avez envie de le faire. Et en attendant, nous allons nous retrouver dimanche prochain pour un nouveau podcast. À bientôt. Salut.